Bonjour, aujourd'hui nous sommes au musée de l'Institut du monde arabe à Paris avec Tahmir Belge. Bonjour Tahmir Belge. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes marocain, agrégé en économie, vous connaissez parfaitement le monde de la finance et ses pratiques pour avoir été vous-même trader à Londres et sur le marché américain. C'est ce métier au risque que raconte votre livre, La psychologie des grands traders, qui vient de sortir aux éditions Erol et qui trouve un formidable écho dans le scandale financier de la Société Générale à Paris. Alors pour commencer, expliquez-nous d'abord ce qu'est un trader. Alors, très rapidement, un trader, c'est un individu qui va investir sur les marchés financiers, qui va prendre des risques. Donc, il va acheter différents types d'actifs financiers, des actions, des matières premières, mais également des obligations. Et l'objectif du trader, c'est de réaliser une performance pour sa banque. Donc, il va prendre des risques en utilisant les fonds propres de sa banque, investir, spéculer sur les marchés financiers. Et pour cela, bien évidemment, il doit maîtriser les marchés financiers, maîtriser ses émotions. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier de trading? Écoutez, ce qui m'a attiré dans ce métier, c'est que tout d'abord, c'est un métier passionnant. C'est-à-dire, finalement, les marchés financiers sont un monde qui sont régis non seulement par l'incertitude, mais par différentes nouvelles économiques. Un bon trader, un bon opérateur de marché se doit de connaître l'économie, se doit de connaître la finance, se doit de connaître les nouvelles géopolitiques. Donc il doit être informé par tout ce qui fait bouger un cours boursier. Il doit également maîtriser la psychologie des foules. Vous savez, lorsqu'une action monte ou décline, c'est souvent pour des raisons psychologiques. On a bien évidemment des raisons d'ordre fondamental. Les fondamentaux, c'est par exemple une entreprise qui affiche des bons résultats devrait normalement voir son titre progresser. Or, souvent, on peut avoir une entreprise qui affiche des bons résultats décliner. Pourquoi ? Et l'objectif donc du trader est de comprendre cette psychologie des individus, pourquoi finalement ils se comportent contrairement à la raison, à la rationalité. Et je pense que c'est un métier passionnant. Est-ce qu'il existe un profil type du trader ? Pour moi, et mes recherches m'ont montré qu'il y avait tout de même des traits qui permettaient de lier les principaux traders ou les plus grands traders. Notamment, ce sont des individus extrêmement disciplinés, qui n'ont pas d'ego, c'est-à-dire qu'ils acceptent la toute-puissance des marchés. Ils comprennent que c'est le marché qui a toujours raison et qu'il ne faut surtout pas imposer son point de vue au marché. Et surtout, ce sont des personnes qui sont des travailleurs, des bosseurs. Donc des personnes qui tous les jours vont analyser les marchés avant l'ouverture des marchés. Ils vont faire une analyse pendant les marchés. Ils sont extrêmement concentrés. Ils font en sorte de ne pas être perturbés durant leur activité quotidienne. Et après la clôture des marchés, ils vont étudier leur position. Alors les traders célèbres dont vous faites les portraits dans votre livre sont très stressés, au contraire très calmes. Au final, c'est quoi un bon trader? Oui, contrairement aux croyances, le trader, c'est pas la personne droguée, c'est pas la personne qui finalement est soumise aux aléas des marchés. Le trader accepte l'incertitude. C'est-à-dire qu'il arrive sur les marchés, il sait que les marchés peuvent tout faire. Donc ils peuvent progresser, ils peuvent décliner. Donc premièrement, il accepte l'incertitude des marchés. Ensuite, il a une certaine discipline, une certaine hygiène de vie. Donc il tente d'avoir une distance par rapport aux résultats financiers. Lorsqu'une personne se croit invincible après un gain, c'est mauvais. Lorsqu'une personne doute de ses compétences après une perte, c'est également mauvais. Pourquoi? Parce que chaque opération a 50% de chances de se réaliser. Elle peut une opération, par exemple, j'achète une action, j'ai 50% de chance d'avoir raison. Si j'ai raison, cela ne signifie en aucun cas que je maîtrise les marchés et que je suis invincible. Or, beaucoup de gens, dès qu'ils gagnent ou dès qu'ils enregistrent une série de gains, deviennent euphoriques et tombent dans le piège de l'excès de confiance. Ou après une série de pertes, commencent à douter de leurs compétences et là, paniquent, se mettent à prendre des risques de plus important pour une raison très simple, c'est que l'individu a envie d'avoir raison, a envie de prouver aux autres sa valeur, et lorsqu'il perd, cela finalement infirme son raisonnement, et là il se met à faire un petit peu n'importe quoi. Alors les facteurs psychologiques peuvent-ils vraiment influencer les prises de décision dans un système de plus en plus automatisé, informatisé? Voilà, c'est la grande question, la question que l'on se pose tous, que beaucoup d'individus se posent d'ailleurs, et que les polytechniciens, comment dirais-je, pensent avoir résolu, c'est finalement les systèmes automatisés permettent d'éliminer toute émotion.
Qu'est-ce que l'on constate? La Société Générale, le fleuron de la finance française, comment dirais-je, une banque où l'on a énormément de polytechniciens, de mathématiciens, on a développé les modèles les plus sophistiqués. On voit qu'un seul homme, du fait de l'excès de confiance, du fait à un certain moment d'une domination des biais psychologiques, se met à faire n'importe quoi. Mais je vais également rappeler l'épisode de LTCM. LTCM était géré par 3 traders, John Meriwether qui était un trader vedette chez Merrill Lynch, mais également Merton et Scholes, donc qui étaient 2 prix Nobel d'économie et qui ont développé un système automatisé. Ça ne les a pas empêchés de créer ou d'être à l'origine d'une des plus grosses faillites de l'histoire de la finance. Donc les systèmes automatisés permettent bien évidemment d'éliminer une part d'émotions, mais les émotions restent toujours présentes, parce que les systèmes sont développés par des individus et que derrière le système, il y a également la décision humaine. Est-ce que l'homme finalement va respecter son système ou finalement être grisé et se dire je suis meilleur que le système? Et c'est tout l'enjeu. Alors une formation économique et financière suffit-elle pour exercer un métier qui implique d'énormes responsabilités? Vous savez, pour moi, il y a bien évidemment la formation initiale, la formation universitaire, qui peut être aussi bien mathématique qu'économique et financière, mais cela ne suffit pas à réussir dans ce domaine, puisque on n'enseigne pas suffisamment ce qui fait les cours boursiers, pourquoi les cours boursiers progressent, etc. On a un décalage entre le monde universitaire et le monde des praticiens. Et justement, j'essaie de développer cela dans mon 2e livre, L'art du trading, où j'explique un petit peu les déterminants des cours boursiers, pourquoi les cours progressent, quelles sont les raisons qu'il y a derrière. Et donc, pour moi, la formation initiale est importante, elle ne suffit pas. Il faut la poursuivre en faisant donc des recherches personnelles, en développant des systèmes, mais également en apprenant à mieux se connaître, à mieux se maîtriser. Encore une fois, sur les marchés, on est seul face au marché, aux éléments, et à partir de là, il est important d'avoir une certaine distance par rapport aux résultats financiers, et c'est le fait de l'expérience. Alors en parlant de temps, les traders sont presque toujours jeunes. Est-ce qu'on peut manipuler des sommes d'argent colossales sans perdre la tête? Alors encore une fois, c'est une croyance, hein. On parle des traders qui sont toujours jeunes. Je voudrais juste rappeler que George Soros a fait du trading jusqu'à l'âge de 70 ans et que de nombreux grands traders, notamment Steve Cohen et d'autres, ont la cinquantaine, la soixantaine. Donc non, il n'y a pas que des jeunes. Mais c'est vrai que dans les salles de marché, on a pléthore de jeunes diplômés pour une raison simple, c'est que les personnes plus âgées vont créer leurs propres fonds, vont développer leurs propres activités et donc ces personnes restent au sein de leur institution. Mais le métier de trader s'apprend réellement sur le tas. Alors la compétition dans un milieu impitoyable où il faut gagner toujours plus n'incite-t-elle pas à tenter les opérations les plus folles? Est-ce que là encore c'est juste une légende ou c'est vraiment ce qui se passe? Alors là, il est vrai que dans le domaine du trading, les bonus sont élevés. C'est-à-dire que le bonus, encore une fois, est assis sur la performance du trader. Plus je gagne, plus mon bonus sera élevé. À partir de là, on peut avoir des effets. C'est un système qui peut avoir des effets pervers. Au sens où un trader peut, à la fin de l'année, se dire tiens, j'ai pas réalisé mon objectif, donc je vais me mettre à prendre de plus en plus de risques pour tenter de les réaliser. Et il se trouve donc qu'il y a pas mal de travaux de recherche qui ont été effectués ces dernières années sur les traders par la finance comportementale, dont le chef de file Daniel Kahneman a obtenu le prix Nobel en 2002. Et ces travaux de recherche sont extrêmement intéressants car ils montrent qu'en situation d'incertitude, les individus dévient totalement de cette rationalité et se mettent à opérer de manière irrationnelle. Donc oui, les marchés financiers peuvent avoir des conséquences perverses sur nos actions et les banques doivent prévenir cela, mais également les universités, les écoles d'ingénieurs, de commerce doivent développer donc une formation dans ce domaine et on doit former en continu ces individus et suivre également. Le contrôle de la Société Générale était défaillant puisqu'il a pris essentiellement en compte l'aspect quantitatif. Jérôme Kerviel, ses positions étaient à l'équilibre, donc on considérait qu'il n'y avait pas de risque. On a occulté totalement l'aspect humain. Et pour moi, c'est l'aspect le plus important. On a fermé les yeux sur ça et sur les risques pris par ce jeune trader tant qu'il réussissait. Moi, à mon sens, et en fonction des éléments dont je dispose, je pense qu'on n'a pas fermé les yeux. Il faut savoir que dans une salle de marché, le trader, on lui attribue une position maximale à ne pas dépasser. Or là, il a tout de même engagé 50 milliards d'euros, ce qui est énorme.
Quand un trader, un seul trader, qui n'est pas le meilleur trader de la Société Générale, qui n'a pas plus de 2 ans d'expérience, engage de tels montants, je ne pense pas que la banque ou la Société Générale soit un casino. Je ne pense pas qu'on l'ait laissé faire, qu'on ait fermé les yeux. Je pense qu'il y a eu des défaillances, c'est certain, mais je pense qu'encore une fois, il y a tout de même des gens responsables et des gens sérieux. Moi, ce qui m'inquiète, c'est finalement la personne n'a pas pris de vacances pendant 1 an, on n'a pas suivi un petit peu ses opérations et il y a eu certainement des défaillances. Au final, c'est l'homme ou un capitalisme débridé qui génère des fraudes de l'ampleur de celle de la Société Générale? Alors, bonne question. Donc, pour moi, il y a les deux. C'est-à-dire que, alors le capitalisme débridé au sens où il y a des excès, hein, le capitalisme n'est pas un système parfait. Donc on a des excès, on l'a vu avec la crise des subprimes, hein, c'est les banques qui se sont mis à investir un petit peu n'importe comment. Et donc, on voit aujourd'hui les conséquences négatives. Par contre, l'homme n'est pas préparé sur les marchés financiers à affronter cette incertitude. Et donc, même, ma conviction profonde, même avec la meilleure éthique, un individu peut commettre l'irréparable sur les marchés. Une petite histoire très rapide. Churchill va aux États-Unis, à New York, pour rencontrer un de ses amis traders, qui lui propose d'investir sur les marchés financiers. Il lui dit pourquoi pas. Donc il est fasciné par les marchés financiers, il a envie un petit peu de s'essayer. Et puis il hésitait à l'époque sur sa carrière politique. Donc il commence à investir et à la fin de la journée, il perd des montants colossaux. Il se trouve que son ami trader avait initié des positions inverses, donc il n'a pas finalement perdu quoi que ce soit. Mais on voit une personne de la carrure de Churchill se mettre à opérer de manière totalement irrationnelle sur les marchés. Donc l'homme sur les marchés financiers peut commettre l'irréparable, mais le capitalisme, c'est également le système, peut inciter les individus par l'appât du gain à commettre des actes irréfléchis. Tamir Qbej, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous étions donc ensemble au musée de l'Institut du Monde Arabe à Paris. Restez avec nous sur Mediasat, la suite des programmes dans un instant.